Alors ici, André Fauteux, à nouveau, nous sommes le 5 mars 2024. Nous célébrons ce mois-ci le 30e anniversaire du magazine La Maison du 21e siècle. Alors, la première personne que je dois interviewer pour cela, c'est le docteur Andrew Mikrovski, docteur en architecture. Comment allez-vous, Andrew, aujourd'hui? Bien, merci, merci de m'avoir reçu. Merci. Excellent. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous êtes mon mentor, le premier spécialiste qui m'a parlé des champs électromagnétiques. Oui, Probablement en 1989, ben, au téléphone, j'ai commencé à écrire là-dessus, sur le lien avec les lignes à haute tension et les champs magnétiques des lignes électriques et dans les maisons aussi. Et j'étais allé à Ottawa vous rencontrer, vous voici tout jeune comme moi. En 89 ou 90, je suis venu à Ottawa vous rencontrer avec Monique Michaud, votre charmante épouse, et de regretter mémoire parce que vous l'avez perdu récemment. Alors, mes sincères condoléances à nouveau. Parlez-moi un peu des débuts de l'Association planétaire pour l'assainissement de l'énergie. OK. Je peux aussi quand même expliquer comment ça se fait que je suis intéressé dans le champ électromagnétique, mais Ouais. lequel vous préférez? Je commence avec la société ou mes études à l'université? Oui, vous avez étudié en Italie Oui, l'architecture? oui, c'est ça. C'est ça qui était crucial. Euh, En Italie, quand j'étudiais, c'était à partir des années 63, 64, euh, Polytechnique de Milan. Mes professeurs à l'époque, en architecture, et urbanisme était très impliqué dans un travail national de logement public. Les banques n'avaient pas assez d'argent pour construire ce qu'il fallait pour la migration, non? Un peu comme au Canada, on a créé euh, HSCL parce que les banques canadiennes n'étaient pas capables de fournir les maisons pour les militaires qui s'étaient retournés au Canada. Oui, la Alors, SPHL. oui, c'est pour ça que le gouvernement a créé cette institution pour pouvoir financer le logement à travers le pays. Alors, en Italie, il y avait la même chose, seulement que dans la constitution italienne, le logement est en droit. Ok. Le gouvernement ne peut pas laisser les gens sans abri. Ok. C'est comme ça. Alors, l'Italie commençait à reprendre économiquement dans les années 60. Par exemple, comme c'est arrivé à Montréal, une ville comme Milan, avant la guerre, elle était 300 000 personnes, comme Montréal, et en quelques années, seulement est devenu presque 3 millions. OK? Alors, il fallait construire, et c'est l'État. Alors, l'État, quand il investit, ne veut pas perdre de l'argent, ne veut pas être inefficace, non? Ça veut dire qu'il faut bien construire pour que ça dure au moins, je sais pas, 5 ans, 100 ans même. Euh, Et il y avait cet énorme influx de parties d'Italie à Milan, de Calabre, Sardaigne, des gens qui n'avaient pas vraiment rien d'autre qu'un petit poêle électrique et une ampoule ou deux dans la maison. Okay. Alors, ils venaient dans ce logement qui était bien construit, assez spacieux, et très, très bien fait, mais ils se plaignaient. D'abord, on pense, ah, c'est social parce qu'il manque la maman. Non, des choses comme ça. Ils ont parti de le village, ils ne sont pas habitués à la grande ville. Mais très vite, on a compris, parce que les gens étaient si insatisfaits qu'ils voulaient même quitter le logement public parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et la raison était le champ électromagnétique. Quels symptômes avait-il? Ah, qu'ils ne pouvaient pas dormir, que la peau faisait, était sensible à la peau. Non? Picotait. Alors, c'était parce que c'était des champs électriques. Donc, en Italie, euh, il faut comprendre que si on compare l'Amérique du Nord avec l'Europe, en général, là, en Europe, les champs électriques sont à peu près 5 à 10 fois plus élevés qu'ici, parce qu'on utilise un voltage supérieur. De 220. Oui. Et ici, et les champs magnétiques sont à peu près 2 fois ou 3 fois moins forts qu'ici, en général. Donc, Je vais peut-être expliquer justement pour obtenir des watts, on mesure des volts par des ampères. Ici, nos appareils
bas voltage. Les appareils domestiques sont sur le 110 volts et les appareils puissants sur le 220, 240. Mais en Europe, tout est sur le 220, 240. Et le voltage crée le champ électrique. Et donc, comme on augmente le voltage, on diminue l'ampérage source de champ magnétique pour obtenir le même wattage. Alors, n'oubliez pas, je suis dans une polytechnique. Les architectes, c'est normal, travaillent très étroitement avec les ingénieurs. Et on a compris qu'il fallait réduire drastiquement, avec une bonne technologie, bon génie, les champs électriques. Alors, c'est de là, et en effet, le résultat de ce défi, c'est voir même au Canada, tous nos contacts, les prises et tous nos filages que nous utilisons maintenant dans le logement sont des designs originellement faits par mes professeurs à Milan. OK? Il y a eu des licenciements, les compagnies américaines et canadiennes ont pris les méthodes. Alors, il fallait faire meilleure prise et meilleur filage. Ouais. Alors, et après, il n'y avait plus de problème. Alors, imaginez, je rentre à l'université, déjà dans mon première année, même si tout est encore très rudimentaire, un professeur, par exemple, est venu me voir. N'oubliez pas les champs électromagnétiques. Un professeur d'architecture ou de Oui, génie oui, parce architecture? que, et n'oubliez pas, à l'époque, quand en première année, on étudie les briques, on étudie les fenêtres, les portes, non, les, les choses les plus simples, fondations, la structure, on ne pense pas aux choses aussi invisibles que champ électromagnétique, mais on m'a visé, par exemple, probablement tout autre étudiant a été avisé, n'oubliez pas le champ électromagnétique. Mais Donc, ça, c'était... Andrew, Oui, je dois dire que je trouve ça extraordinaire. Moi, j'avais 1 an en 1963. Donc, les professeurs d'architecture au début, au milieu des années 60, s'intéressaient déjà à la mesure et à l'atténuation. Ça me surprend oui, parce que je ne réalisais pas que c'était au début des années 60 parce que la beau biologie, c'était des professeurs d'architecture. Je crois que c'était dans les années 70, à partir de oui, 69, oui, en et- Allemagne. oui. La biobiologie a eu d'abord euh, son initiation aussi avec le logement public, cette fois-ci en Allemagne, après la Première Guerre mondiale. Et il y a eu l'idée qu'il faut que les maisons soient saines. Alors, n'oubliez pas, le contexte était la tuberculose, il y avait manque de lumière, euh, mauvais air en général parce qu'il n'y avait jamais, on ne pensait pas aux fenêtres comme on pense maintenant, etc. Et aussi l'escalier pour que les gens ne tombent pas, etc. Il y avait toutes sortes de choses de cet aspect. L'intérêt dans le mouvement biologique qui a continué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et après, surtout justement dans la région allemande italienne, non, au Bolzano, était la première, justement à cause de mes professeurs, qui aussi, mais il faut aussi penser au champ électromagnétique. Donc, dans les années 60 aussi, ils s'en préoccupaient ou Oui, même. dans les années 60, oui, parce que c'est le grand choc. Imaginez, quand un gouvernement dépense une grosse partie de son budget pour le logement, et les gens même quittent, non, on ne peut pas. C'était pas que c'était slam comme aux États-Unis, il y a eu vraiment des slams dans le sens où l'édifice était mal fait, tout était pas correct. Ici, on a mis le plus haut standard qu'on savait imaginer parce qu'on pensait à la durabilité. En effet, c'était très connu parmi tous mes professeurs que mieux de penser 10 à 20% plus cher pour la structure parce que s'il a duré au moins 40 ans, comme ça, toutes les manutentions vont être peut-être 50 ou 60% moins chères. Les toits, les fenêtres, les planchers, le mieux, tout va être mieux. Alors, si c'est le fonds public, alors il faut le bien utiliser, c'est ça. OK. Et aussi, j'étais très content dans mon milieu d'universitaire, c'est que chaque année, on m'apportait de nouveaux standards encore meilleurs, 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 meilleurs. Toutes sortes de choses, les poignées de porte, la tuyauterie, toujours on faisait mieux, mieux, les planchers plus épais, euh, atténuation du son, meilleur comportement calorifique, tout ça a été. Et quand je suis venu au Canada, le contraire, on faisait déjà dans les années 70, on faisait toujours de moins le plywood,
2 par 4 n'était pas la même, vraiment 2 par 4, c'était quelque chose en 4 pouces de moins, etc., etc. Les fenêtres étaient moins bonnes, toutes les chambres. Et c'est très choquant de voir une situation ascendante de mon expérience devenir descendante en pratique au Canada. Mhm. Alors, c'est comme ça, je n'y pensais plus au championnat de je n'avais pas besoin, jusqu'à que euh, mon épouse a décidé de continuer des études parce qu'elle avait déjà fini ses études. Elle a fait 3 études en total universitaire. Donc, il allait étudier les droits et dans les universités, les bibliothèques, on mettait des installations pour assurer que personne vole. Donc, on lit parce qu'il y avait un tampon sur les livres d'identification que si ça passait à travers un portail, il y aurait une alarme, non? Et, et elle me disait que ça ne sentait pas bien qu'on passait ce portail. Alors là, j'ai commencé déjà à intéresser dans l'instrument, le premier instrument, et j'ai compris que c'était 1000 milligauss, c'était incroyable. L'intensité qui sont passées, c'était normal que ma femme ne sentait pas bien. Après, euh, autant moi que mon épouse, nous étions exposés à des vidéoécrans qui, à l'époque, avaient jusqu'à 50 000 volts par mètre, tandis que sous les lignes de haut voltage, c'est presque jamais plus que 10 000. Alors imaginez, les gens étaient exposés à des champs 5 fois plus hauts que dans la plus haute intensité de haut voltage, de lignes de haut voltage. Et Mhm. on devait penser c'est normal. Alors mon épouse commençait à montrer, mais j'ai mal tel endroit quand j'ai fait telle chose. Et justement, c'est, c'est- c'est- et déjà à cet temps-là, j'étais, euh, nous avons créé l'association PACE, la Société planétaire pour l'assainissement de l'énergie. En quelle année? Informellement, ça a commencé avec le sénateur Carter, qui était un scientifique, et qui, avec le sénateur Lamontagne, avait créé la politique scientifique fédérale, qui a créé tellement de centres de recherche, beaucoup de centres de recherche que vous voyez maintenant au Québec euh, fédéral sont nés des initiatives de ces 2 sénateurs, en effet, qu'il fallait euh, faire beaucoup d'avoir des institutions qui avaient des expertises, non? Alors, même les conseils d'art étaient créés comme ça, euh, par le sénateur Carter. Alors, lui, euh, C'est 72, je crois, au début des années. ah, oui, lui, en 72, non, la politique était faite un peu plus tôt. Il a, il a, euh, il a demandé qu'on fasse un réseautage avec des scientifiques et personnes comme moi qui étaient intéressées dans Tesla pour voir s'il y avait un futur pour le Canada pour Tesla, surtout pour la transmission d'électricité sans fil, qui était très important pour lui étant euh, de Terre-Neuve. Et Terre-Neuve avait Churchill Falls, mais il n'y avait aucun moyen d'envoyer l'électricité à Terre-Neuve, même l'île de Terre-Neuve. Ah ouais. Alors, et quelle merveille si Terre-Neuve pouvait avoir une abondance d'électricité qu'elle n'avait pas, parce que toute la fonction en termes de euh, pétrole, au fond, non? Alors, et euh, donc, pour lui, c'était même prioritaire pour la région et aussi la même chose pour les Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. C'est toujours un problème d'avoir une abondance d'électricité locale. Alors, et alors les réseautages, il faisait venir des scientifiques qui sont devenus importants pour notre association. En deux, c'était le scientifique en chef de IBM, qui a créé le système de mémoire, le premier personal computers, les premiers ordinateurs IBM pour le public. Et il y avait aussi Andrea Puharich. Une des premières choses de microtechnologie, c'était les dispositifs auditifs comme je parle.
qui était inventé par André Bourage. Hmm. Le fait qu'il a fait, le fait qu'il a fait cet effort pour l'auditif, euh, il a eu une avance de brevet de 16 millions de dollars. Imaginez, aujourd'hui, ça serait comme 50, 60 millions de dollars. Ouais. Donc, il pouvait être complètement indépendant. Alors, et faire tout ça de recherche, y compris sur Champellion. Alors, dans ce contexte, c'est là que ma femme et moi, on commençait à sentir que quelque chose ne marchait pas avec les ordinateurs. On avait commencé à trouver de façon moins chère et plus viable commercialement au grand public des lecteurs de haute qualité. Même le premier lecteur avec des chips était fait par nos collègues. Ça, c'est le Tri-Field qui est devenu le Tri-Field. Euh, Avant, c'était toujours les circuit boards, non? Et euh, donc, c'est là que je pouvais mesurer et comprendre les choses. Alors ça, c'est une étape. Le fait que, de nouveau, ce que mes professeurs m'ont dit devenait une réalité au Canada. Euh, Moi, quand j'ai commencé, c'était sur le tard en 89, mais quand on s'est parlé, on se parlait des études de Nancy Wertheimer en 79, qu'elle avait établi ce lien Oui, entre la oui, leucémie infantile, l'incidence ou le risque qui doublait chez les enfants oui, surexposés à au-delà de 2 milligauss. Et en 2001, l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, a confirmé que ça devrait être classé 2B, peut-être cancérogène, parce que ce risque-là était oui. à 3, une dizaine d'études, je crois, à 3 ou 4 milligauss, le lien était clair que l'incidence doublait. Pourquoi est-ce que les gouvernements n'ont pas agi? Parce que je me rappelle que le NCRP aux États-Unis avait recommandé une limite de 2 milligauss, comme les Suédois, grâce au Oui, syndicat des travailleurs en oui, Suède. oui, c'est ça. Toute l'industrie des ordinateurs, Oui. justement, avait adopté cette limite de 2 milligauss. C'était déjà, c'était bloqué par le lobbying de l'industrie, quoi. OK. Euh, Là, je pense j'ai commencé à donner l'explication de fond quand je vous ai dit que à cause du milieu que j'étais avec les couleurs, les ordinateurs, les information highway, etc. Et aussi, c'était Helen Philly qui a assuré que le gouvernement suédois dise que ce soit 2000 Gauss. OK? Elle était invitée à Stockholm par les syndicats. Le ministre de l'approvisionnement mental suédois dit que nous allons acheter seulement des ordinateurs qui produisent moins que justement 2000 Gauss et j'ai oublié combien pour le champ électrique. Parce que c'était au fond le réseautage de PACE avec des scientifiques en Espagne, aussi des scientifiques militaires à Washington, qui ont fait des expériences, qui ont prouvé que ça créait des problèmes de fertilité même. Et nous étions impliqués déjà, grâce aux sénateurs, dans des études qui montraient que 60% des femmes qui travaillaient avec le vidéochrome, qui étaient enceintes, avaient des répercussions des cas, on disait adverse cases, OK? Des cas détrimentaux, si vous Oui. voulez, qui s'incluaient par rapport à la mortalité. Et quand Alors là, OK, je veux juste noter, oui, quand vous mentionnez Vidéotron, vous parlez des écrans cathodiques, oui, vidéo c'est ça, c'est ça, digitaux, des terminaux, c'est ça, hein? c'est ça. Et aussi, à cause de ces réunions qu'il y avait avec les sénateurs, avec le scientifique chef en chef de IBM, Marcel Vogel, euh, et qu'on a commencé à voir toutes ces choses, c'est lui qui a convaincu que les ordinateurs d'IBM devaient être moins que deux, mais on ne devait pas en parler. C'était fait, ce cache-cache. Mais c'était au fond le sens moral, OK, le sens moral. Personne ne leur a dit qu'il le fait. Alors, et justement, c'est eux qui avaient engagé Lai, professeur Lai à l'Université de Washington, d'être leur, ça c'est cache-caché, d'être leur conseiller
pour IBM pour assurer quelles sont les mesures euh, sanitaires qui, vis-à-vis le micro-ondes et la fréquence radio. Et là, vous parlez de Henry Fly. Oui, oui. Alors ça m'a été annoncé en privé par Smasovovo que la décision de la compagnie, c'était qu'il fallait avoir un prestigieux professeur qui s'occupe, on donnerait un chair, comme on dit en chair, une chaise, je pense, on dit en français, une chaise universitaire, ok, pour que tu dis que ça, et c'est au fond pour assurer que IBM soit toujours informé, non? Mhm. Des choses mauvaises ou pas. Une chaire OK, de alors recherche. ça c'est, pardon? Une chaire de OK. recherche. Alors, oui, oui, chaire de recherche. Ah, c'est ça, chaire de recherche. Alors, euh, Je veux juste vous demander pour les écrans, oui, donc pour les ordinateurs, je disais si que je comprends bien, je veux juste expliquer. Donc, sous les recommandations, en fait, le gouvernement suédois a exigé et l'industrie mondiale s'est conformée en faisant quoi? En rapprochant les fils pour annuler les champs magnétiques, c'est ça? Pour les atténuer? Juste en rapprochant les non, fils. non, non, différents- il y avait différents aspects techniques, ça dépendait de génie pour le faire. C'était pour, il y a toujours cette le safe side Malheureusement, en droit, non? Même s'il n'y a pas de preuves, même si on ne sait pas qui est le champion. Hmm? ça a coupé à nouveau, là. Il faudrait répéter Je la vais dernière répéter. phrase. Je vais répéter. Donc, le Nous principe de avons, précaution. ok. Alors, euh, les compagnies, dès que le ministère d'approvisionnement suédois dit qu'on va acheter que des ordinateurs qui produisent pas plus que 2000 gauss, ça a pris peut-être un mois pour 17 fabricants, je pense, de la Terre de conformer. Et la logique de ça a été toujours, ils ont fait ça sans même la mettre et même sans le dire, ok? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir des répercussions, représailles. Euh, et je pense que le geste est comme on dit en droit, au moins en anglais, it's better to be on the safe side. Même si un cours, un juge ne sait pas s'il y a des controverses scientifiques, c'est mieux de décider pour la santé publique, non? Et j'ai Mais écoute, ça, ce n'est pas appliqué maintenant. Mais les fabricants étaient assez intelligents dans ces années-là de faire les changements. OK? Alors, et j'étais justement, je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes, j'étais à cause de Madame Philly et son mari, et tout ça, j'étais très attentif et au courant de ce qui s'est passé dans le milieu qui est devenu la communication sans fil. Okay? Canadiens, ils avaient fait un genre de syndicat, si vous voulez, et c'est depuis que c'était devenu une chose très commerciale et très intéressante au point de vue d'investissement. Alors là, toute information sur le champ électromagnétique était vue comme hocus pocus, quelque chose de faux. Même le collège de médecins considère si un patient dit qu'il ne me sent pas bien, ah, ça, la folie, c'est encore aujourd'hui. psychosomatique. Encore aujourd'hui, on dit, ben ouais. Oui. Alors, et ça, c'est dommage. Mais avant, ça, c'était pas comme ça, parce que c'était pas encore commercialisé. Mhm. OK. Alors, vous avez d'autres questions? Oui, donc, j'aimerais parler de Wolfgang Mays parce que euh, c'est la personne qui a rédigé pour la biologie les lignes directrices, les niveaux d'exposition recommandés dans les chambres, dans les zones de repos. Et c'est lui-même un journaliste, il était tombé très malade. Pendant 7 ans, il faisait de l'insomnie. Il a découvert des problèmes de mise à la terre déficiente. Et vous avez travaillé beaucoup là-dessus. Euh, Selon vous, parce que les études se sont beaucoup centrées sur les champs magnétiques, mais certains scientifiques soupçonnent que c'était que les champs
électriques qui causent plus de problèmes au niveau de l'intolérance, les symptômes et tout ça, parce que eux sont toujours présents. Les gens doivent comprendre que quand on éteint un appareil, il n'y a plus de champ magnétique quand il n'y a pas de courant qui circule. Mais le voltage, lui, est toujours là quand l'appareil ou le fil est sous tension, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est ça. Pour répondre, est-ce qu'il y a une différence entre électrique et magnétique? C'est les symptômes sont différents. Et aussi, les activités qu'on fait promouvoir dans le corps sont différentes. Non? Euh, par exemple, même sur les artères, non? Le champ électrique a un tout autre effet sur ce qui se passe dans les globules rouges que si on a un champ magnétique qui va peut-être faire que l'artère devient plus dure, mais pas nécessairement le transport. Tous les deux, on le suivi si on n'est pas en bonne santé, mais les réactions du corps sont différentes. Alors, et chacun doit être maîtrisé. C'est OK, je ne veux pas aller trop loin parce que je peux pas aller pendant des heures sur ça. OK. Bien. Alors, tous les deux, il faut prendre soin, il faut avoir l'hygiène appropriée. Ben, j'aimerais que vous m'envoyiez, s'il vous plaît, de l'information sur les champs électriques, si vous en avez, parce que quand on s'est connus, vous me présentiez des chercheurs polonais comme vous, entre autres. Il faut Oui, oui, expliquer tout à que fait. vous aviez vraiment un réseau, le PACE, l'Association planétaire pour l'assainissement de Oui, l'énergie. C'est des chercheurs nationaux ou privés dans tous les pays, comme euh, Blackman, qui était à l'US EPA, entre autres, je crois, qui est avec PACE. Hein. Parlons un peu de l'étude que vous avez faite pour la SCHL. Christopher Ives était le chercheur qui m'a initié aux Maisons Saines en oui, 90 et il vous a donné un contrat au milieu des années 90, je crois. Hein? oui, c'était, je crois que c'est 1930, 1993, je crois. Et ça a duré, on a travaillé pendant 4 ou 5 ans sur ça. Oui, la publication en 96. Je vais expliquer le contexte parce que moi, je suivais ça de près. On vous a mandaté pour mesurer les champs magnétiques et électriques, peut-être à travers le Canada. C'est pas ça. D'abord, il fallait accumuler l'évidence ou le savoir existant. Là, c'était fantastique d'avoir l'accès à ces métiers, comme on dit en anglais, euh, La parce que SCHL. vous avez des ressources pour faire venir des livres et s'abonner, non? Parce que toutes ces choses coûtaient une fortune. Et en plus de ça, Paul Leroux nous a aussi aidé avec certains euh, accès à l'information. Euh, Parce que avant ça, euh, à cause justement d'un scientifique polonais, Kulczycki, qui était un des 10 membres de Solidarność, l'organisation qui a démantelé le système communiste en Pologne. Lui, avant ça, était responsable pour toute étude champ électromagnétique dans 3 laboratoires en Pologne. Et il avait, lui, un fabuleux accès, pas seulement à l'anglais, la littérature européenne, mais aussi à très bonne littérature de l'Europe de l'Est, y compris la Russie, la Bélarus, l'Ukraine, etc. Ah, et c'est quand il est venu, il était invité chez nous de travailler pendant une année, c'était de voir est-ce qu'il y avait des situations où autant la science de l'Ouest et l'Est disaient la même chose. C'est une façon rapide de dire prenons ça plus au sérieux si tous les deux ont vu la même chose d'une manière ou l'autre. C'était pas cher pour nous d'avoir la littérature de l'Est, parce que les livres en Pologne, même un livre s'il coûtait $1, c'était déjà très, très cher. Imagine. C'était dans le pays communiste surtout, il y avait l'idée que le logement devait coûter pas cher et la littérature devait pas coûter cher, la culture devait pas cher. C'était les choses primaires au fond. L'alimentation pouvait coûter cher, la voiture pouvait coûter Ah ouais. cher, mais pas, pas le logement. Ok. Alors, et donc, on avait une abondance et avec quelqu'un qui connaissait tous ces langues, connaissait les Russes, les Ukrainiens, les Belarus, alors, les Polonais, notamment, c'était pas très tchèque même. Alors, et c'est là où j'ai été exposé.
Alors, pourquoi les communistes, pays communistes étaient si avertis? C'était parce que, comme le Canada, ils avaient la santé publique. Et on ne veut pas dépenser trop pour la santé si on peut l'éviter. Alors, dès que c'était surtout découvert en Pologne, près de la frontière allemande, qu'il y avait des stations radar du côté de l'Est, euh, qu'il y avait tellement, mais des dizaines de milliers de gens par compter qui étaient malades clairement à cause de fréquences micro-ondes. Et c'est là justement, on disait pourquoi, mais comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, etc. Alors, et donc, c'est pour ça qu'il y avait tellement de recherches et aussi la disponibilité de ressources pour les scientifiques et les médecins Mhm. pour faire attention. J'aimerais revenir à l'étude de la SHL. On va parler la prochaine fois des hautes fréquences, mais c'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a toujours eu des ondes radio, hein, depuis que le télégraphe et la radio et la télé existent, mais il y avait très peu de gens exposés au radar et à ces hautes fréquences aux années Oui, 90. ça c'est vrai. Ah, Et il ah, y a toujours eu des champs de basse fréquence. Et la SCHL, malheureusement, n'a jamais publié votre étude, mais ils m'ont donné l'autorisation de le résumer. Ils m'ont même payé pour le résumer et ils m'ont autorisé à publier donc les résultats sur mon site web. Donc, j'aimerais que vous expliquiez qu'est-ce que vous avez découvert quand vous avez mesuré les champs électromagnétiques dans les maisons canadiennes. alors, là, il y avait plusieurs choses. Euh, pour examiner la situation de logement au Canada, les résidences au Canada, on pensait à toutes les possibilités qu'on était capable de mettre dans des ensembles de statistiques, c'est-à-dire les logements ruraux, les faubourgs éloignés, les faubourgs typiques, le grand centre de la ville, euh, comme la ville de Montréal, les entourages, le centre de la ville. Toutes ces choses étaient déjà des ensemble. Et aussi, euh, parce que grâce à Riley et grâce aux études que vous avez mentionnées en Colorado, on a compris aussi qu'il y avait des maisons très différemment, par exemple en béton, en bois, ou euh, et, ils étaient vieux, nouveaux, non? Alors, comme ça, on essaie de voir quelles sont les caractéristiques qui peuvent prédominer, où peut y avoir de cause-effet. Ah, on ne posait jamais les gens la question si les gens se sentaient bien ou pas, mais de toute façon, on le savait parce que, à un moment donné, on connaissait toutes les familles qu'on visitait, etc. C'était pour nous priver, mais ce n'était pas un privé. Alors, et comme ça, on a compris que euh, si la maison était plus vieille que 1970, et qu'est-ce que c'est si spécial de 70? C'est que le building code a changé, le code électrique a changé pour les bâtiments aux années 70. Et parce qu'il y avait des petites choses, justement comme mes professeurs ont fait à Milan, donc ils ont des petites choses, meilleures prises, meilleurs fils, etc. Euh, le- Tout ça, c'était mieux pour la santé des gens. Et les chambres étaient plus bas. Ok. Ça, c'est les tâches qu'un bon designer ou un bon architecte ou quelqu'un qui va, ou même bon électricien va faire bien. Ok. Ça, c'est une chose qu'on a compris, que euh, parce que parfois, c'est incroyable, c'est arrivé plusieurs fois, qu'on peut avoir encore dans une maison, même renouvelée, une vieille sonnerie à la porte qui marchait avec des fils à écarter. Et dès qu'on sonne la sonnerie, et seulement ding, 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 non? On fait 60 milligauss tout le long du corridor, non? Peut-être pour 3 4 mètres, seulement pour faire ça, parce que les fils n'étaient pas mis ensemble. Non? OK, Alors, OK, le fil de retour n'était pas collé ou oui, torsadé. ça, ok? Parce que c'était des choses de 1920, 1930, qui sait quoi. Non? Alors, mais c'est ridicule, parce que, on peut voir toute la maison bien, disons, 1, 2, 3 milligauss au maximum, et seulement une petite touche, non, 60. Non?
Alors, ça, c'est une chose. Après, on a compris aussi, et ça, c'est très remarquable au Québec, aussi dans la province de Manitoba, il y a l'écart entre la, euh, le contact avec l'aqueduc La mise à la et terre de l'aqueduc. OK, mais le fait qu'il y a des tuyauteries, je parle sur les tuyauteries. OK, que les tuyaux de l'eau là, rentrent dans la maison à grand écart de là où il y a l'entrée d'électricité. Et ça fait que le retour à la Terre qui est causé par l'installation électrique doit cheminer à travers toute la maison, parfois tout à travers, le long de mur, l'autre côté de mur, pour accéder à la mise à la terre de l'aqueduc. Et là, automatiquement, pour tout l'espace, même pour deux, trois étages, on grimpe à 30 mégawatts facilement. Ben, c'est ça, Non? on voit encore ça à Et, Montréal. et chaque fois quelque chose a... Hmm. Oui, oui, ça, je vois ça encore. Ah, parce que ce sont les villes, on faisait ça autrement pour différentes raisons. En Manitoba, c'est que la rue principale, la vraie rue où apporte l'électricité, mais le ligne derrière la maison, non, est là où il y a l'eau. Non? Alors là, ça fait que toujours il y a cette longue tout à travers la maison, village, de retour. Et c'est ça. Alors, Je peux peut-être ça expliquer, devient. Andrew, je peux expliquer pour que les gens comprennent. À la campagne, quand il n'y a pas d'aqueduc, le panneau électrique est mis à la terre sur des tiges métalliques qui sont enfouies. Mais Oui, il n'y a en aucun problème. milieu urbain, c'est sur l'aqueduc. Quand l'aqueduc est métallique, les mises à la terre sont faites. Et donc, Oui, vous avez mais il y a. des micro-courants. Oh, ça vit tellement. Oui. Mais il y a aussi deux facteurs qui peuvent rentrer, OK, qui changent tout. Quand on est dans la campagne, on peut avoir plusieurs structures, mais il y a seulement une entrée d'électricité, et donc euh, le comportement je ne sais pas, il peut y avoir pour les animaux, par exemple, un abri pour les animaux, euh, un barn, je ne sais pas comment, on dit ça grange? Penche. Oui, OK. Euh, et ça fait qu'il y a des jeux à cause du fait que l'électricité va entre les structures. Donc, la mise à la tête est seulement pour la maison résidentielle, mais il peut y avoir d'autres enjeux. Euh, et, et parfois, les gens ont un puits qui est motorisé. Il peut y avoir, on n'a pas de penser comment réagir le retour de l'électricité pour la pompe, pourquoi, vis-à-vis de la restructure. Alors, il peut y avoir des choses qui n'étaient pas pensées à fond pour assurer qu'il n'y a qu'un vrai terre pour tout ensemble. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le courant qui rentre dans les bâtiments et qui sort, euh, s'il emprunte le sol plutôt que le fil de retour, c'est parce qu'il y a trop de courant en même temps. Pourquoi faudrait qu'Hydro-Québec grossisse les câbles à l'entrée et à la sortie? Est-ce que c'est ça? Non, il y a différentes situations. Il y a même des situations catastrophiques à Montréal, euh, que j'ai dû même aller à l'essai social de Hydro-Québec pour dire que c'est un non-sens où dans toute la rue, à cause de la différentes choses que l'infrastructure d'Hydro-Québec a fait, on peut avoir entre 100 et 200 mégawatts dans toute la rue et toutes les maisons, etc. Parce qu'on ne pense pas bien. Ce qu'il faut faire, l'idée est que l'installation de Québec qui distribue l'électricité, par exemple pour un faubourg ou un quartier, devrait recevoir tout l'électricité de retour directement là-bas. 100% du courant devrait retourner au poste de Et transformation. il y a certains facteurs parfois, euh, c'est que le câblage n'est pas assez épais pour permettre de retour, non, parce qu'on veut épargner un peu de sous. Il peut y avoir d'autres raisons. Parfois, il y a différents cyclages qui ne sont pas rythmiques. Il peut y avoir deux, trois phases, non, qui ne sont pas réglés, mais sont réglables par Hydro. Les ingénieurs seraient capables de régler, si vous voulez. Et qui, Seulement, c'est donc pas la peine.
Il doit faire quoi? Équilibrer le courant? Oui, oui, parce qu'il peut y avoir deux phases. Par exemple, les écoles, les hôpitaux ne reçoivent pas seulement 220, disons, même quand c'est doublé, mais il peut y avoir 400 ou plus, non? Bon. Et, mais pour faire ça faire, ils font des deux phases, comme on fait pour la cuisine. Il y a deux phases pour faire 110 volts devient 220. OK. Alors, mais il s'agit de faire toujours qui s'annule entre, à chaque phase. Mhm. Alors, mais il y a différents détails comme ça. Je ne veux pas troubler l'esprit de problème. Mais il y a des situations où Hydro ne se donne pas la peine ou ne réalise pas que c'est peut-être pas une bonne chose, même pour eux. Parce qu'en effet, toute cette perte qui s'est faite, au fond, je vais expliquer. Maintenant, la raison pourquoi l'électricité ne retourne pas, c'est qu'il y a une autre façon de retourner, c'est via les tuyauteries de l'aqueduc. Donc, ce qui arrive dans une roue, surtout par exemple Montréal, disons, près de, dans le nord, euh, Jean Talon, dans la région, par exemple, Jean Talon, il y a des roues très longues, je pense que c'est presque un quart de kilomètre de longueur. Et, euh, il suffit que dans ce quartier, on prend l'aqueduc pour le retour, que par exemple à 3 heures du matin, et ça c'est un vrai cas, une, une pâtisserie ou une boulangerie mettent la fournaise et ça fait une grosse demande d'électricité qui passe pour le fournir. Et ça peut affecter jusqu'à 1 kilomètre autour, que si on est près des fils, de mise à la terre derrière le mur, on peut avoir par exemple 100 ou 150 mégawatts. C'est assez pour vivre. Tout le monde ne sait pas pourquoi ça fait rien, mais ils ont reçu un choc, non? Ah ouais. Alors, non. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de mise à la terre, au moins, il suffit, comme j'ai fait avec quelqu'un qui était un professeur, vous le connaissez en effet, dont son fils est électricien, et avec le permis de régie du bâtiment, on a fait une mise à la terre dans une maison, seulement dans tous ces quartiers, disons 1 kilomètre carré, que ça faisait qu'il n'y avait plus cette choc. Donc, expliquez qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez, avec un électricien et un plombier, vous avez scié l'entrée d'eau métallique, mis un Oui, disque électrique en plastique voilà. pour empêcher les micro-courants qui arrivent de la rue de pénétrer dans la maison. Et Et ça, ensuite, et ensuite on transfère la mise à la terre sur des tiges oui, métalliques dans le sol comme à la campagne, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Et pour une maison, c'est peut-être 100 ou 200 résidences, 200 bâtiments, je devais dire, au fond, parce que c'est pas proche de 2, 3 étages. Hein. Mhm. Même, même marcher dans la rue, au lieu d'avoir 2, 3, 4, 5 milligauss dans le trottoir, ça peut descendre à 0,5 ou demi milligauss, partout dans tout quartier, avec une tige seulement. Donc, parce que le temps file, je veux expliquer aux gens, donc, comment se protéger. Il y a plusieurs appareils qui mesurent les basses fréquences, mais je vais montrer le Tri-Field. Je ne savais pas que vous aviez collaboré à son développement. Il a été mis à jour, donc il est beaucoup Oui, plus c'est ça. précis même pour les hautes fréquences Oui, qu'autrefois. oui, Mais donc, vous parlez des fois de 50 ou 100 milligauss. Les gens doivent comprendre que le risque de leucémie infantile qui double chez les enfants, quand on dit c'est au-delà à 3-4 milligauss, c'est en moyenne sur 24 heures. Donc, si on est fréquemment exposé à des 50-100 milligauss, ben, c'est comme ça qu'au fur des journées, des semaines, des mois, des années, ces pics de haute fréquence, pas juste les moyennes qui sont dangereuses, n'est-ce pas? oui. Aussi, euh, en effet, c'est Tesla Tesla a créé un instrument pour la guerre, on dit de death ray, la rayon mortel. Ouais. Pour ce faire, en aspect, il y avait différents aspects, c'était que euh, il, euh, il a compris que si on concentrait, par exemple, une certaine puissance euh, pour faire un rayon,
Euh, Au lieu de faire continu, on le fait seulement en millisecondes. C'est incroyable l'amplification de rayonnement qu'on peut faire. Alors, ça, c'est un aspect que, justement, les pics sont très, très importants et les gens ne veulent pas, je pense, prendre en considération quand ils estiment l'effet néfaste potentiel des émissions. Ils pensent toujours, on peut voir graduellement, comme si tout était parfait, mais les pics sont très importants. Ils peuvent amplifier d'une façon extraordinaire en termes quantiques. Hmm. Ici, je montre le site ontarien de Safe Living Technologies. À gauche, Et l'appareil blanc, c'en est un de gigahertz puis, solution pour les champs magnétiques et électriques de basse fréquence. puis, Et à droite, l'appareil plus bas de gamme parce qu'il n'y a pas les chiffres, là, mais il y a le son et les lumières. Quelqu'un qui a pas trop d'argent et qui veut mesurer lui-même, en bas de 500 on peut mesurer les hautes et les mais basses. la beauté de Tri-Fuel, c'est que lui coûte Il fait les trois, hein? 250 $ à peu près. Ah oui, il va faire les trois. Il est assez précis pour les hautes fréquences maintenant. Il est très précis parce qu'il est très rapide. OK, Justement, vous voyez, il y a un chiffre qui est donné, qui change chaque dixième de seconde, OK. mais en haut, il y a un autre qui change chaque millième de seconde. Alors, on peut voir parfois des pics qui ne sont pas visibles si on regarde sur aucun cadran, mais ils sont enregistrés et on peut voir assez longtemps qu'il y a eu un pic et après, il y a un calcul qui dit quel était le pic plus élevé. OK. Je vais montrer les spécifications ici. Donc, de Oui, 40 là, à 100 en haut, kHz. non, l'autre n'existe plus, là, celui de centre Je n'existe l'ai, pas. j'ai cet ancien-là chez moi, mais En plus, j'ai plus les, mais c'était n'existe pas n'est très plus précis. publié. Ouais, c'était pas très précis pour Le problème était que l'exposition de microns a tellement augmenté ouais. qu'il n'était pas capable de donner, et c'est au-delà de dial. Comment maintenant, c'est au-delà de ce qu'on peut piger. Tandis celui de nouveau, Il est euh, très précis, il, ouais. il peut donner des mesures beaucoup plus élevées correctement. Mais les petits cadrans que vous voyez en haut avec le noir de gauche à droite, ça, c'est justement chaque millième de seconde, vous allez une idée qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. Et parfois, c'est très important parce que j'ai constaté chez les gens qui sont sensibles, eux, ils sont les pics. C'est ça. Non? Si j'ai un instrument qui monte seulement chaque dixième seconde, je peux attendre même une heure pour voir un pic. Mais là, on voit chaque seconde à l'écran, qu'est-ce qu'il y a en millième de seconde. Et c'est eux qui, et c'est comme ça, euh, j'ai pu confirmer est-ce qu'ils sont vraiment sensibles ou non. Je donne un exemple. Je peux, sur les collines élevées, comme par exemple Laurentides ou près de nous, dans le Gatineau, à droite, les collines, et il peut y avoir seulement un tour c'est un endroit très spécifique, et on le voit mieux si on le tourne et on voit que c'est là il y a plus fréquemment le pic. Non? Alors, mais tout est très bas. Ça peut, normalement, personne, ces gens ne sont même pas conscients qu'il y a quelque chose. Mais si la personne peut me dire, ah, je sens maintenant, même, et on voit sur l'écran, c'est arrivé, un pic, et c'est venu de tel endroit, et eux aussi le disent sans le savoir. Alors je sais qu'ils sont vraiment sensibles. Ben, Et ils disent, rapportent correctement les évidences. ben oui, ben, vous me rappelez que quand j'ai commencé en 1995, en juin 95, j'ai fait un numéro complet sur les champs électromagnétiques. J'avais parlé de John Hart aussi, la lumière à spectre complet. Et Oui, il y oui. avait Patrick Lavallois, médecin de santé publique à l'Institut national de santé publique, qui à l'époque, dans un rapport, avait dit qu'on soupçonnait que c'était les pics d'exposition, même si ça dure des millisecondes, que c'était ça qui était plus dangereux et non la mesure moyenne Et d'exposition. c'est comme ça que Héroux aussi a pu voir. Héroux était très chanceux, Pas les roues, aussi grâce à l'Université de Montréal. pas les Oui, roues. Paul Héroux, quand il faisait des études sur les employés d'Hydro-Québec qui travaillaient sur les lignes même, parce que lui, vous voyez les pics. Non, aucun instrument montait les pics.
Et le pic était en général, je pense, 10 fois plus que ce qu'on voit généralement. Et que c'était le pic qui faisait que ceux qui étaient malades étaient malades. Et l'autre chose, c'est ça, Mais c'est pas d'avoir d'instrument. Oui. exactement. Paul Héroux avait créé un dosimètre qui était porté par les employés du Québec qui travaillaient sur les lignes. Il y avait trois canaux. Le premier, c'était les champs électriques, le deuxième, les champs magnétiques, basse fréquence. Et Paul avait décidé de mesurer les hautes fréquences transitoires. Donc, c'est des ondes radio qui polluent, qui parasitent l'onde Oui. 60 Hz. Et c'est dans les kilohertz, les mégahertz. Et c'est là qu'il avait vu qu'il y avait jusqu'à 7 fois plus de cancer du poumon chez ces travailleurs surexposés. Et donc, Oui, les gens c'est doivent ça, c'est comprendre ça. que Et, les fils d'hydro, les appareils domestiques, même les cellulaires, il y a toujours les basses et les hautes fréquences qui sont ensemble. OK. Hmm. Il y a aussi une nouveauté, hein. Depuis les années plus ou moins 80, vers les 90, euh, on a commencé à avoir tellement des ordinateurs. Les ordinateurs fonctionnent en fréquence radio, hein. Ils ont 286 Hz ou plus, différentes fréquences. Alors, et euh, le retour de tous ces appareils allait au système le retour pour l'électricité, parce que les ordinateurs sont branchés au système d'électricité. Et ça créait beaucoup de problèmes pour certaines lignes aux États-Unis, jusqu'à ce qu'APRI, c'est l'Institut de recherche pour l'industrie électrique américaine, disait, mais comment va-t-on régler ça? Parce que ça crée des turbulences dans notre réseau, même pour fournir l'électricité. Alors, et, et la première fois où j'étais engagé dans ça, parce que j'ai travaillé avec certains gens à Chicago souvent, c'était au Wisconsin euh, et, et aussi Illinois. Il y a beaucoup de euh, laiteries et les vaches étaient exposées qu'au lieu d'avoir seulement le retour de 60 cycles, ils avaient aussi le retour du micro-ondes. Et ça faisait beaucoup les animaux affaiblir, même pas, même faire mourir. Dans le sol, Alors, pour les laits, dans le sol et sur oui, le métal, dans les états. parce que je ne sais pas comment on appelle, les glands, on touche presque la terre, non? Les vaches ne peuvent pas tolérer plus qu'un volt, même en 60 cycles. Mais là, imaginez si c'est même en plus de ça, il y a d'autres fréquences qui chauffent, parce que le micro-ondes chauffe, hein. Alors, c'est un problème. Et c'est ça qui fait que les lignes de haute tension n'ont pas seulement le problématique de haut voltage ou le filage pas optimisé pour réduire les champs, mais ils ont maintenant aussi parfois le micro-ondes. Et sur toutes les lignes, dans le cas de Québec, de longs chemins, par exemple de la baie James ou Manic, non, et Churchill Falls, toutes ces lignes ont maintenant Hmm. parfois des intensités de micro plus haut que permis par le standard canadien, Ah, ouais. le safety code. Oui, parfois. Surtout avec des transitoires. OK. Mais ça, le code de sécurité civile du Santé Canada, c'est seulement pour les hautes fréquences. Pour les basses fréquences, il n'y a aucune Non, règle. non, il n'y a aucun standard au Canada pour les basses fréquences. Et Non. c'est aussi parce que c'est une chose révisée de temps en autre. Avec toutes les provinces et territoires du Canada, il y a un comité qui étudie est-ce qu'on devait faire des standardisations pour faire basse fréquence. Il n'a jamais accepté de le faire. Mais Paul Héroux, entre autres, qui est toxicologue et enseigne la toxicologie des champs électromagnétiques à la faculté de médecine de McGill, lui recommande en bas de 1 milligauss. Donc, Oui. comment est-ce que les parents peuvent protéger leurs enfants? Ils doivent mesurer dans les chambres des enfants, d'abord. OK. Retournons à mon étude, notre étude qu'on a fait pour CMSC. Mhm. Parmi les choses qu'on a découvertes, c'était que malheureusement, les endroits où les champs magnétiques sont les plus élevés, moyennement à travers le pays et dans toutes les maisons, Mhm. c'est là où les gens dorment. Autant les enfants que les parents. Souvent, la chambre couchée des enfants est assez près de la De l'entrée électrique. rentrée électrique, donc c'est parce que justement,
le fil est peut-être 1 mètre de lit seulement. Et ça, c'est le problème. Euh, et pour les chambres à coucher, c'est souvent parce qu'il y a toutes sortes d'appareils près du lit pour différentes raisons. Alors, et euh, la, la façon facile sans acheter rien, c'est de- si on peut, parce que pas toute la maison le permet, qu'on recule un peu du mur euh, les lits. Oui, s'éloigner Et de la source. oui, les 3 ou 4 pouces, ça suffit 3-4 pouces. pour, pour diminuer de beaucoup. Oui. Mais pas tout le monde, les chambres à coucher assez grand que ça, non? Donc, pas seulement 3-4 pieds, mais 3-4 pouces, des fois, ça fait une grosse différence. Oui. Surtout pour les chambres électriques et même pour le magnétique à la fin aussi, parce que c'est un rapport de distance. Oui, l'intensité diminue au carré de la distance, donc quelques pouces peuvent faire une grosse différence. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. OK. Et, Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. Si on a une boussole, euh, on peut parfois avoir des dérangements qui sont autant liés au géomagnétisme, disons notre rapport vis-à-vis le pôle Nord, mais aussi liés à certains instruments qu'on a. Si on met le boussole à n'importe où dans le lit, là, surtout là où on met la tête, votre corps, vos pieds, euh, vous allez voir où est le nord, non? Magnétique. Mais s'il y a un dérangement électromagnétique, ça c'est une façon sans sous, hein, sans dépenser un sou, on voit que la boussole ne marche pas. Elle ouais, peut même osciller, on ne peut pas pouvoir tourner. C'est parce qu'il y a un problème qui magnétique comme les aimants, non? Qui la change. Et ça peut être le résultat de beaucoup, beaucoup de facteurs. On ne va pas savoir pourquoi la boussole ne marche pas, mais on sait que ce n'est pas un endroit pour être resté dedans. donc c'est pas, Alors, si pas seulement. on, Il faut expliquer aussi que les ressorts, tout ce qui est métallique dans un lit va agir comme une ah, antenne. les sorts sont très bons, elles diminuent, elles absorbent les fréquences radio et diminuent notre, les matelas au ressort, en général, diminuent l'intensité, mais aussi euh, square inch, non? L'absorption des champs de fréquences radio micro-ondes. Donc, ça nous protège, le métal. C'est pas énorme, mais non, parce que les gens pensent le contraire, que si ça va être pire, non? Au, au moins, ça va être légèrement mieux, non? OK, moi, je pensais que le fait d'avoir du métal dans le matelas et dans le lit pouvait Oui, oui, après, ça va augmenter ou réduire le voltage corporel. il y a aussi la bobine, non? Il y a tous sortes de facteurs qui font que ça devient un genre de cas Faraday. Il y a, il y a différents ressorts, différentes situations, mais la chose est que ça ne va pas empirer. Le pire, ça va faire, c'est diminuer un peu. OK. Mais, Ça va atténuer, atténuer. OK, donc s'il y a des champs électriques et magnétiques importants dans le lit, ce n'est pas le métal du matelas ou du lit parce que ça peut le protéger. Mais donc, ça serait quoi, des fils de chauffage dans le plancher sous le lit, par exemple? Alors, non, là, les fils de chauffage, c'est euh, pas bien si les fils ne s'annulent pas. C'est une question, est-ce qu'il y a un fil qui va comme ça, et que s'il y a un autre qui retourne, Deux chauffant, parallèles ou torsadés, ouais. OK? Alors, il y a différentes façons de faire. On peut faire zigzag et après un autre comme ça, non? Qu'on peut finir de réduire. Mais si c'est la technologie comme c'était. Oh, nous avons une coupure. Je ne vous entends plus. Ah, là, je vous ai perdu. Ça allait bien jusque-là.
Ah, ben là, c'est vraiment malheureux. Oh, là. Oh, OK, je vous avais perdu, oui. Finalement. Je Oui, vous ai... oui, vraiment, trop longtemps. OK, alors, qu'est-ce que vous avez eu? Ben, je peux répéter. Quel Oui, est on a perdu une bonne minute. On parlait donc... le plancher chauffant? oui, je vais donner un exemple. Moi, quand on s'est fait construire en 98, moi, j'écrivais là-dessus, mais je ne me suis pas informé. J'ai mis dans ma cuisine, dans mon entrée et les salles de bain, des fils chauffants sous la céramique, mais j'ai appris après que c'était un simple conducteur. Aujourd'hui, Flexterm fabrique le câble vert où c'est deux fils torsadés avec une gaine d'aluminium. La gaine d'aluminium bloque le champ électrique et les deux fils torsadés éliminent le champ magnétique. Mais mon plancher de 98, ça fait environ 80 milligauss au niveau du plancher, cette vieille technologie-là. Donc, il faut mesurer dans les maisons anciennes qui ont peut-être ces systèmes-là. Et en effet, je peux vous rapporter quelque chose. Euh, Justement, je parle de nouveau mes professeurs en Italie. Ils avaient constaté que la façon la plus économique et la plus efficace de chauffer, c'était le plancher chauffant. Oui, ça Que- économise l'énergie. Il fallait bien faire, c'est ça la chose. Oui, à C'est- eau chaude, il n'y a pas de champ magnétique ou il faut bien faire avec les champs, les fils électriques. D'autres façons de se protéger, les appareils qui nous exposent à des champs élevés, mais 2 minutes par jour, se raser, rasoir électrique à batterie, par exemple, ou le séchoir à cheveux, est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est parce que c'est très intense, c'est très près de la peau. Il faut comprendre aussi, il y a un phénomène important en biologie, c'est qu'on appelle, je vais le dire en anglais, near field, les champs les plus après, OK? Et Approcher. les effets ne sont pas les mêmes. Les effets ne sont pas les mêmes. Si quelque chose, par exemple, est près de ma peau et l'intensité, euh, et même, c'est toute une autre gamme d'activités. Il peut y avoir des courants de turbulences qui se font, que la même intensité qu'on mesure à cette distance-là, parce que là, c'est au-delà de near field, le champ. Le champ. C'est au-delà de créer, il n'y a pas de boundary layer effect, il n'y a pas de, il n'y a pas parce que nos corps ont une atmosphère de toutes sortes de choses, atmosphère de chaleur, atmosphère d'humidité, même atmosphère électrique, si vous voulez. Mais le contact avec quelque chose qui a un mouvement est très différent à near field. Alors, pas seulement que vous avez une chambre élevée, qui aurait pu être à cette distance, une autre chose, mais il est très près et crée des situations qui parfois, si ça continue, peuvent être troublantes. OK? J'avais posé la question à Paul Héroux. Je recharge J'en ai acheté un rasoir électrique à nouveau très récemment parce que Paul m'a dit que ça l'inquiétait moins si j'utilise les batteries avec le courant continu pour quelques minutes par jour. Ça, c'est vrai. Par exemple, je n'ai pas fait ça maintenant pour le laptop. J'utilise un laptop actuellement pour vous parler. OK? Il y a une C'est quoi différence entre un laptop, c'est-à-dire un ordinateur un portable, ordinateur portatif? Ouais. portatif. S'il n'est pas branché, pour, les champs, il va travailler au pin, les champs peuvent être trois, quatre fois plus bas. Donc, c'est bon de recharger nos appareils, débrancher et utiliser la batterie. Oui. Et c'est ça, j'appuie la logique de M. Roux, que c'est toute une autre histoire. D'accord. Et donc, pour les basses fréquences, euh, est-ce que c'est plus les expositions prolongées comme 4 heures par jour et par nuit qui vous préoccupent que les courtes expositions intenses? Oui, oui, et ça, j'ai appris d'une autre raison. Justement, c'est la beauté de notre association. Le sénateur Carter, ayant créé différents centres de recherche, non, y compris le Canadian Medical Research Council, Ah ouais? avait un défi qui lui est parvenu à cause des professeurs de l'Université de Toronto,
que peut-être ça vaut la peine d'avoir acupuncture. OK? Ouais. Et c'était, il y a eu une résistance. Oh non, mais c'est pas possible, ils sont tolérés, etc. OK? Mhm. Alors, il y a eu un scientifique, un de nos membres, euh, qui allait à Pékin, au Beijing, pour travailler avec les Chinois. Eux aussi étaient nouveaux à l'affaire parce que le communisme, d'abord, a refusé l'acupuncture, non? Et c'est seulement vers les années, je pense, 80 qu'ils disaient, ah, on va peut-être regarder, OK? Euh, C'était vu comme anti-maoïste, de toute façon. Euh, Et lui est un expert sur le douleur et on voulait savoir, prouver si on peut vraiment enlever la douleur. Et lui connaissait toute cette nouveauté à l'époque, tout le neurotransmetteur. Ok. Il était vraiment, c'était un des 5 ou 6 scientifiques sur la Terre qui savait quelque chose sur le neurotransmetteur. Alors, justement, il fait un essai, il met une aiguille, il regarde quelle est la réaction de l'air, non? Et rien ne se passe. Et le professeur chinois dit, ah, monsieur, attendez un peu. Et à 26 minutes, waouh, tout un grand changement de neurotransmetteur qui a enlevé toute la douleur, la transmission de sentiments de douleur. Ok. Alors, c'est pour dire qu'il y a certains effets. Là, il s'agit d'une antenne à la fin qui touche aussi dans le near field, dans le champ approché. Mais avant que ça déclenche vraiment toute une série d'événements, il peut prendre du temps. Alors, et c'était 26 minutes dans ce cas-là. Et après, répéter tout le temps, toujours la même chose. Alors, euh, donc, il y a une différence entre une exposition à court terme et à long terme. Et ça, c'est un excellent exemple. Mhm. Mais en tout cas, certainement, les gens devraient faire mesurer. Est-ce que vous faites Oui, encore des mesures? Je sais qu'il y a oui, Stéphane Belinski de 3E, mais vous venez encore à Montréal faire des mesures? oui. Non, je fais maintenant en ligne et j'ai enseigné plusieurs personnes qui peuvent le faire aussi. OK. Et si eux ont difficulté, ils peuvent toujours référer notre réseautage. OK. Ben oui, vous formez souvent les électriciens. Je veux insister que c'était Ontario Hydro Research qui a découvert qu'il y avait beaucoup de champs magnétiques dans les maisons, justement, à cause de la mise à la terre sur l'entrée d'eau. Et Oui, puis, je veux montrer ici un article qu'on a publié. J'avais aussi convaincu, je crois, c'était quel magazine où on avait fourni vous aviez écrit un article oui. sur les J'ai fait un article pour les électriciens au Québec. associations de ingénieurs en corrosion. Ah, et, la raison pourquoi j'ai apparu, j'étais invité par la ville d'Ottawa, l'ingénieur en chef de la ville, parce qu'ils étaient très inquiets que les aqueducs étaient en train de corrompre très vite. Alors, et encore plus vite maintenant, parce que les fréquences radio sont plus rapides que les fréquences basses, la corrosion se fait plus vite. Alors, j'ai fait une présentation que je peux même vous passer si vous voulez. C'est l'association nord-américaine d'ingénieurs en corrosion. Alors, c'est compris que la présence de micro-ondes, soit par conducteur souterrain ou autre, ou même en air, fait que euh, la corrosion est plus rapide que celle chimique. La rouille est normalement une protection, même si ce n'est pas une bonne chose, c'est mieux que rien. Ça donne protection. Mhm. Mais avec le micro et plus fréquence, euh, plus élevée, la corrosion si rapide qu'il y a même, c'est plus rapide que la chimique. Donc, il y a très fort, très fort, très fort, mais toujours en très petite quantité, c'est en termes d'électrons à la fois. Hein. On fait enlever les électrons de matériaux. Mais ça ne va pas provoquer l'effondrement d'un viaduc, d'un pont. Oui, il y a un autre problème aussi quand il s'agit de rebars, je ne sais pas comment on dit en français, pour le C'est béton. l'armature métallique. L'armature, OK. Les armatures dans le béton deviennent des antennes parce que ce sont des lignes, non? Et le truc micron, et comme ça, il y a maintenant, il conduit l'électricité courante. Et ça a aussi créé des dégringlements de béton. Alors, je m'inquiète parce que euh,
quand moi j'étudiais l'architecture en Italie, il y avait l'idée que si on fait un béton armé, on doit avoir une bonne épaisseur avant qu'il y ait une armature. Mais je vois même dans la construction qui se font toujours, les armatures sont si près de la peau parce que les bétons est protégé pour qu'au moins le courant ne se passe pas dans cette situation. Mhm. Ben, Andrew, écoutez, il va falloir qu'on se reparle de tellement de sujets. Je vais vous relancer sur les hautes fréquences prochainement, mais d'abord, j'aimerais inviter les gens à visiter votre site web, qui n'a pas été traduit par contre, mais Essentia également. Oui, il y a Cynthia, mais il y a un nouveau site que je peux vous donner qui est traduit automatiquement dans toutes les langues terrestres. Euh, OK, vous en avez un autre site il s'appelle pacenetwork.org. Oh, non, ça c'est Cynthia, oui. ça, Et c'est vous allez voir, les ateliers. Monique, il y a différentes choses, les protecteurs, le lecteur, tout ça, vous voyez. Cynthia Meters, je pense. D'accord. Mais il y a, pour Pace, c'est pacenetwork.org. Pacenetorg.org. No, pacenetwork.org. Network. Aha. C'est un nouveau, il est en construction Ah, merveilleux. et il se traduit, il n'est pas nécessairement traduit parfaitement, mais il est traduit dans tous les langues. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'est un bon début. Malheureusement, il y a eu des petites coupures, mais je vais faire le ménage là-dedans. Et puis, je vais vous relancer dans quelques semaines pour parler des hautes fréquences, parce que vous avez donné énormément de conférences en Ontario, entre autres. Oui, oui. À quel salon où vous allez souvent donner ces conférences? Whole Life Expo, ça, c'est une chose. Euh, Life, Whole Life, ça n'existe plus. Whole Euh, Life Expo. la vie intégrale. C'était Whole Life Expo à Toronto. Mais est-ce qu'on peut trouver vos présentations sur le web? Je ne sais pas. Ben, Ah, ah, je ne sais pas. Mais non, mais on va travailler sur notre site. On a 10 000 choses à archiver qui devaient être numérisées. Mais on aura toutes ces choses-là. Mais les gens peuvent nous écrire et je réponds toujours. et est-ce que vous m'autorisez à mettre, parce que vous m'avez souvent envoyé vos diapos, est-ce que vous m'autorisez à en mettre sur mon site aussi? Pas de problème. D'accord. Ben, Andrew Mikowski, docteur en architecture, sommité au niveau de la santé publique et des champs électromagnétiques depuis, ma foi, déjà les années 60 que vous êtes là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec nous et on se reparle très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye.